C'est parti pour cette nouvelle séquence sur une question assez centrale dans notre métier qui s'appelle le dialogue territorial et l'acceptabilité sociétale. Donc le moment est venu d'aborder ce sujet qui est tout aussi stratégique. Je veux parler bien sûr de l'intégration du projet dans son territoire, l'intégration au sens social, relationnel, politique. On sait aujourd'hui que ce facteur intégration est un facteur clé, une sorte de sésame de la réussite, mais au cas où tout le monde n'en serait pas complètement persuadé et convaincu, nous avons fait appel à deux experts de la concertation dans des postures un peu différentes. Gabriel Bouvet, à ma gauche, de GRDF. Bonjour Gabriel. Et Thomas Muselier, à ma droite, de l'équipe TACT, patron de l'agence TACT à Nantes. Pardon si je les tutoie, mais nous nous connaissons un petit peu. Nous avons travaillé un peu ensemble. On va commencer par Gabriel Bouvet. Bonjour Gabriel, tu as fait un travail un peu, d'inventaire en fait, de toutes les questions qui se posent en termes d'acceptabilité. Donc c'est quels outils, quelles méthodes, quelles équipes il faut solliciter pour réussir cette intégration du projet. Je te laisse. Là, ça doit marcher. Super. Donc, Gabrielle Bouvet, je suis chargée de biométhane chez GRDF, donc en lien constant avec les porteurs de projets. Et le constat est qu'aujourd'hui, l'acceptabilité devient un enjeu de plus en plus important dans le développement de tous les projets. C'est vraiment un point qui peut devenir bloquant dans le développement, donc dans l'émergence de nouveaux projets. C'est les enjeux du biométhane en France, avec un objectif national de 10% de gaz renouvelable à horizon 2030 dans nos réseaux, font que de plus en plus, on va avoir besoin de beaucoup de projets pour atteindre ces objectifs. Et il ne faudrait pas que l'acceptabilité de ces projets soit un frein au développement. C'est pour ça qu'au sein donc, de GRDF Centre-Ouest, est émergée donc l'idée de réfléchir à un processus pour faciliter l'acceptabilité de ces projets, parce qu'on s'est rendu compte que les porteurs de projets avaient beaucoup de mal à s'approprier les outils existants, qui étaient souvent très théoriques et pas assez opérationnels. Donc on a décidé de travailler un petit peu sur le sujet pour les rendre un petit peu plus autonomes et surtout pour les sensibiliser à cette problématique qui doit maintenant faire partie intégrante des critères de développement des projets. Donc pour cela, on a développé, je vais vous présenter rapidement les outils qui ont été développés, et puis on est bien sûr à votre disposition pour vous les expliquer. Donc les outils, les principaux outils développés, le but c'était vraiment de sensibiliser les porteurs de projets et de les rendre autonomes. Donc pour ça, on a travaillé sur un recensement et une qualification de toutes les brochures existantes. On a aussi travaillé sur des sites visitables pour que des agriculteurs puissent parler à des agriculteurs. On sait qu'entre eux, la confiance est là et ils sont aptes à se donner vraiment de très bons conseils. On a aussi, vous pouvez sur Méta Radio écouter donc, une série de podcasts, parce que le format podcast est un format adapté aux agriculteurs qui passent beaucoup de temps sur leur tracteur. Donc ils peuvent les écouter pendant leur semis ou leur travail quotidien. Et c'est des podcasts qui leur expliquent pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à l'acceptabilité très en amont. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important. Si ça ne l'était pas il y a 2 ans, aujourd'hui, ça l'est vraiment. Donc vous avez une série de podcasts disponibles sur Méta Radio, notamment traitant de la gouvernance ou de la gestion de crise, la stratégie d'un dialogue ouvert. Et on continue avec des partenaires à réfléchir au développement d'autres podcasts, toujours afin de sensibiliser et d'apporter des conseils et des stratégies aux porteurs de projets. Associé à ça, on a, afin de sensibiliser vraiment toujours le porteur de projet à cette notion de territoire, on a mis en place avec Acceptable Avenir un quiz d'autodiagnostic qui permet en fait aux porteurs de projet d'identifier les points de vigilance associés à son territoire. Donc c'est un outil en ligne très rapide à faire
Et ça permet vraiment de prendre conscience que même si on vit sur un territoire, parfois on n'en connaît pas toutes les spécificités, et de pouvoir mettre en place très tôt une politique de dialogue. Associé à ça, pour autonomiser les porteurs de projets, on va proposer des questionnaires à destination des élus de leur territoire et des riverains pour faciliter la mise en place du dialogue, toujours, et un carnet de bord de l'appropriation locale de leur projet. On a vraiment essayé de mettre en place des outils très concrets, très opérationnels, à disposition des porteurs de projets pour les sensibiliser et leur permettre d'eux-mêmes mettre en place la concertation sur leur territoire. Ça nous a paru vraiment, vraiment important. Puis derrière, Thomas prendra la suite, mais il existe plein de structures spécialisées dans la concertation, dans l'appropriation territoriale de projets. Mais souvent, pour faire appel à ces structures-là, il faut avoir pris conscience en amont que l'enjeu acceptabilité était vraiment un enjeu très présent maintenant dans le développement de la méthanisation en France. Enfin, un des derniers outils qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est un kit comme biométhane. Donc c'est vraiment une plateforme qui là est dédiée aux producteurs de biométhane pour les aider à mettre en place leurs inaugurations, leurs portes ouvertes, leurs visites de sites. C'est vraiment une plateforme dédiée aux producteurs de biométhane avec des outils qui sont déjà complètement opérationnels et qui leur permettent de mettre en place facilement toutes les activités. Alors malheureusement, en ce moment, avec le contexte sanitaire, on ne peut plus vraiment faire de visites de sites et d'inauguration, mais on espère que ça reviendra très rapidement. Et sachez que voilà, c'est à disposition pour vous en ligne. Et enfin, on a encore des idées en réflexion. Et puis on espère qu'en fonction des besoins remontés du terrain, vos besoins, on pourra encore répondre favorablement au développement de l'acceptabilité sur les territoires. Mais on travaille sur toujours des projets qui permettent de faire connaître le biométhane au plus grand nombre et aussi fournir des éléments de réponse sur les principales craintes liées au développement de la méthanisation. Donc l'impact sur le trafic routier, l'impact paysager, l'impact sur la dévaluation immobilière. Voilà, c'est vraiment des outils qu'on va développer pour pouvoir discuter sur de bonnes bases de la méthanisation pour nos territoires. Ok, c'est bon pour voilà, ce premier tour d'horizon des outils. Gabriel, merci. On mesure là un peu l'effort à nouveau de GRDF aux côtés des porteurs de projets. Ce n'est pas uniquement sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan méthodologique, c'est également sur le plan de la sensibilisation et sur le plan de la méthode pour mieux communiquer sur ces projets qui sont délicats, qui sont très délicats. Bon, maintenant, on va explorer une question qui est très sensible, c'est la question du territoire lui-même, c'est-à-dire de la compréhension du territoire, du jeu d'acteurs, de l'accompagnement des équipes projets dans cet exercice très difficile de la communication, de l'information, de l'explication. Et donc là, je me tourne vers Thomas. Bonjour Thomas, Thomas Muselier, on se connaît bien. Bonjour. Qui est le patron de l'agence TAC, une équipe qui fait un peu référence dans ce domaine-là parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Ça fait une bonne vingtaine d'années, tout cumulé, qu'elle réfléchit sur cette question de comment on peut accompagner une équipe, un porteur de projet, voilà, avec quels moyens, quelle méthode. Thomas, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup Arnaud. Donc on fait très bref, donc je vais vous présenter très brièvement l'agence TACT. On est une petite équipe, on est une dizaine de personnes, on a deux agences, 7 personnes à Nantes, c'est notre territoire d'origine, et puis maintenant on a 3 personnes qui sont à Paris. Notre métier, ou en tout cas la façon dont on le présente, c'est l'accompagnement de l'intégration territoriale des projets sensibles. On travaille beaucoup pour le développement des énergies renouvelables dans toute la France. Donc c'est beaucoup le grand éolien terrestre, évidemment la méthanisation. Et puis on a quelques autres
sujets type carrière, les problématiques sur l'eau, conflit d'usage sur la ressource, et puis risque d'inondation, et puis quelques projets d'infrastructure. Voilà, grosso modo, on adresse dans nos accompagnements 4 problématiques essentielles que je vais rapidement lister. La première, c'est la question du pilotage et de la gouvernance de ces projets, en associant les décideurs locaux au développement. Les développements sont longs, compliqués, les décideurs ne sont pas experts, le cadre réglementaire offert pour l'information et la participation du public est très faible, en tout cas dans nos échelles de projet. Et du coup, l'association de ces décideurs est un enjeu fort. L'information, c'est un enjeu qui est aussi très important. L'objectif d'une bonne information sur un projet, c'est être connu et prévisible. C'est ce qui permet de faire baisser un peu les fantasmes, les questions, les craintes, les inquiétudes que les projets que vous portez peuvent créer. Donc ça se passe avec des outils assez simples, l'aide d'information, site internet. Il faut que les citoyens, les habitants qui sont concernés par vos projets sachent à tout moment ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites et ce que vous allez faire l'étape d'après. Après, il y a un autre enjeu qui est un peu plus complexe, qui demande plus de temps, qui est l'action de la pédagogie. On est sur des sujets qui sont industriels, qui sont techniques, qui sont compliqués, avec un cadre réglementaire fort. Et donc, il faut donner les clés de compréhension à tout un chacun. Et de notre point de vue, c'est un préalable, indispensable, incontournable à toutes les actions de concertation, avec un principe de prudence sur ce mot concertation. Sur un projet comme ça, tout n'est pas concertable. Et donc il faut partager le constat avec les uns et les autres de ce qui est concertable, de ce qui ne l'est pas, pourquoi. Et c'est le point de départ d'une concertation utile et fructueuse. Voilà brièvement comment est-ce qu'on travaille. On a ce premier boulot dont tu parlais, Arnaud, qui est d'abord un boulot de compréhension. Alors on appelle ça un diagnostic territorial. On va regarder avec vous qu'est-ce que c'est votre projet, où est-ce que vous en êtes. On va essayer de se l'approprier, d'être au même niveau d'information que vous. Et puis on va s'intéresser au territoire de projet et à ses acteurs sous tous les angles, la sociologie, la politique, l'historique des projets sensibles. Donc ça, c'est un boulot qui se fait à distance, un travail documentaire, disons. Et puis ensuite, on va à la rencontre des acteurs. Les acteurs clés sont les gens qui vont avoir un lien direct ou indirect, une influence directe ou indirecte avec votre projet, en positif ou en négatif. Et il faut bien comprendre le système d'acteurs qu'il y a autour de votre projet, parce que vous allez vous insérer dedans et votre projet va, d'une certaine manière, déstabiliser un fonctionnement local qui existait très bien sans vous. Et donc votre responsabilité, et on la partage avec vous, c'est d'apporter des solutions qui permettent de rééquilibrer ce système que votre projet aura peut-être un peu bousculé. Quand on a fait ce premier travail de diagnostic, on a normalement bien compris les enjeux de l'intégration de votre projet. Du coup, ça nous permet de formuler une proposition de plan d'action qui va adresser les 4 enjeux que je citais tout à l'heure, pilotage, gouvernance, information, pédagogie et concertation. On accompagne aussi, j'ai oublié de dire, certains projets font appel à la participation, à investissement ou financement participatif, citoyen ou collectivité locale. Et des gens comme nous peuvent accompagner des démarches de sensibilisation et de mobilisation locale pour que l'ancrage de votre projet fonctionne bien. Donc je reviens à mon propos. On vous propose un plan d'action et puis on devient ensuite des intervenants sur le terrain. On va vous accompagner. On ne prend jamais votre place. Le porteur de projet, c'est vous. Nous, on est là pour vous aider et pour animer à vos côtés et construire les outils qui conviennent. Et évidemment, on a ce qu'on appelle un suivi conseil en continu, une veille stratégique sur l'intégration locale de votre projet en continu, puisque vos actions vont faire bouger le système, vont faire réagir. Donc le plan, la stratégie qu'on aura définie en début de projet devra être sans cesse remise en question, ajustée, modifiée pour s'adapter à l'évolution du contexte. En ligne de mire, évidemment, c'est l'autorisation du préfet, ou en tout cas ou l'arrêté d'enregistrement, selon le régime ICPE dans lequel vous êtes. C'est un avis favorable du commissaire enquêteur, ou une issue favorable de la consultation publique, et plus globalement, c'est que ça se passe le mieux possible
pendant tout le développement de votre projet et ensuite. Donc les outils, voilà, très brièvement, hein, porte-à-porte, relations aux élus, ateliers de travail, lettres d'information, site internet et autres, newsletter. On travaille de plus en plus, là, contexte Covid oblige, sur des solutions dématérialisées. C'est un peu frustrant pour des gens comme nous parce que nous on est dans la relation, le face-à-face, la proximité. Donc c'est difficile, mais on y arrive quand même. Alors l'idée c'était aussi de pouvoir illustrer tout ça par un cas pratique. Alors des cas, il y en a beaucoup, hein. Arnaud, tu l'as dit, on a beaucoup d'expérience et tu en as aussi avec nous. C'est avec Christian Guilbard qu'on voulait vous présenter un projet, très brièvement. Christian, je ne sais pas si... je pense qu'il doit être connecté normalement. Donc l'idée c'est de vous dire très vite. Donc j'ai fait une petite sélection d'articles de presse là. Nous on arrive sur ce projet à la fin de l'année 2016. C'est un développement qui a commencé en 2014-2015. Ok, apparemment Christian n'est pas connecté, j'ai l'impression. Si, non, bon, bonjour Thomas, je suis connecté. Ah super. Bonjour Christian, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'être avec nous. Ça va bien, merci. Donc si tu es d'accord, je fais vite le résumé des choses et puis après on passe vite à l'échange parce que ce sera intéressant d'avoir ton recul maintenant que ton projet est mis en service et injecte du gaz dans le réseau. Donc nous on arrive à Jean Stack sur ce projet en fin 2016 et c'est un moment où voilà, ça a explosé quoi. Donc il y a des articles de presse, il y a une entreprise qui est à côté du site qui menace de s'en aller avec sa dizaine de salariés. Il y a une association de riverains qui s'est constituée, qui fait des réunions. Bref, c'est assez compliqué. Donc l'analyse qu'on fait en regardant un peu le dossier, c'est qu'effectivement la communauté de communes a accompagné ce projet de manière assez volontariste et a fléché un terrain. Sauf qu'on se rend compte quelques mois plus tard que il y a un problème PLU là, sur ce terrain et qu'il faut lancer une modif de PLU. En fait, c'est ça qui a tout fait exploser, disons. Et l'enquête publique relative à la modification du PLU est devenue une espèce de consultation locale anti-méthanisation. On a constaté l'association d'opposants qui communique beaucoup, qui occupe le terrain. Et puis on a des élus avec qui on échange, qui du coup sont très interpellés par les habitants, les citoyens, et à qui on pose des questions techniques. On leur demande d'être porteurs de projet à la place des porteurs de projet. Et donc là, il y a un problème de positionnement. Et il se trouve que dans les associés initiaux du projet, il y avait un abattoir, et qui a, à ce moment-là, du fait d'un projet de cession, en fait, l'abattoir devient à vendre, et donc décide de sortir du projet de méthanisation. Et donc tout ce contexte fait que on a une opportunité là, même si le tableau est compliqué, on a une opportunité qui est de reconfigurer le projet pour lui rendre sa vocation agricole. On change de... Attends, j'ai dû sauter une slide là, il doit m'en manquer une là. Pardon. Hop, voilà. Le désistement de l'abattoir permet de reconfigurer le projet. Le fait qu'il n'y ait plus cet industriel, on revient avec un projet qui est plus agricole. Il se trouve qu'il y a un des partenaires du projet, le GAEC Robert, qui est implanté de l'autre côté de la route, en face du terrain initialement prévu. Donc le projet, hop, traverse la route. Et puis ça permet aussi de changer de régime ICPE. Et on démarre avec pardon, je m'emmêle les pinceaux, voilà. Et on démarre avec un plan d'action, une recommandation, qui est de dire, voilà, on va aller voir les riverains en porte-à-porte, parce que aujourd'hui, leur interlocuteur, c'est plutôt l'association d'opposants, donc il faut qu'on les rencontre nous-mêmes. On va se mettre à leur écoute, et on va leur proposer des réunions de travail en petits groupes, de manière à avoir le temps et la possibilité de l'échange pour répondre à l'ensemble des questions que ce projet pose. Les citoyens, c'est-à-dire l'ensemble de la commune et communes limitrophes, on va essayer de leur donner un bon niveau d'information sur le projet, donc de reprendre la main là-dessus. Et puis,
Et ça passe notamment par des actions presse, une relation assez régulière avec la presse locale, et puis la distribution d'une lettre d'information. Et puis on commence tout ça en fait en allant voir le conseil municipal et en leur faisant part de notre analyse du contexte et du plan d'action qu'on souhaite mettre en place. Et on leur donne rendez-vous quelques mois plus tard en disant à l'issue de la mise en place de ce dispositif, on viendra vous rendre compte de comment se sont passées les choses et des enseignements qu'on tire de la concertation. Donc ça, c'est le porte-à-porte. Le point bleu, c'est le site d'implantation. Ce qui est entouré en rouge, ce sont les zones d'habitation qu'on a décidé d'aller rencontrer en porte-à-porte. La particularité du projet, c'est qu'il est vraiment en entrée de bourg, et donc il est en grande proximité de zones d'habitation assez denses. Ça, c'est un exemple sur la lettre d'info qu'on a fait, voilà, qui est assez pédagogique. Cette lettre d'information a été éditée, distribuée, juste avant la période de consultation du public. Voilà. Et donc, tout est bien qui finit bien. En haut à gauche, méthanisation à Pompère, le projet revu et corrigé, ça c'est au tout démarrage de la démarche d'information et de concertation. Donc on explique ce qu'on va faire. 6 mois pour convaincre, c'est dans le même esprit, c'est à cette même période-là. Et puis vous avez unité de méthanisation à Pompère, le projet validé, parce que finalement il y a eu un arrêté préfectoral favorable d'enregistrement, puis un démarrage de chantier, et aujourd'hui il y a du biométhane injecté dans le réseau grâce à ces porteurs de projets et à leur ténacité. Voilà, j'en ai fini. Arnaud, c'est à toi, normalement, c'est toi qui anime là. Oui, mais c'est ton client. Et en fait, Monsieur Guilbard, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour. Ok. Bonjour, Monsieur Guilbard. Je suis avec Thomas. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre retour, votre ressenti par rapport à cette expérience qui a été au départ assez dure, quand même, assez difficile, un peu conflictuelle? Comment on est passé d'une situation conflictuelle à une situation plus apaisée, plus détendue, et à un meilleur compromis, en fait? Dites-nous. Voilà. Alors, ce que nous a permis l'agence TACT, là, par la personne de Thomas Muselier, c'est déjà de nous donner de la lisibilité et une stratégie, parce qu'on était embourbé dans notre projet où au départ on avait une association contre nous, on se retrouvait avec 4 autres associations qui se sont greffées sur le système, même une chez moi à 25 km du site. Il y avait vraiment un effet de blocage qui était très très bien organisé de la part de nos opposants. Et l'agence nous a donné une stratégie de la lisibilité, c'est-à-dire qu'on s'est dit quels sont nos objectifs. Donc c'était, comme il l'a parfaitement dit, qu'on ait la signature de conseil municipal de Pompère pour l'accord ICPE. Ça, c'était indispensable, c'était vraiment l'objectif. C'était pas forcément de convertir les opposants à notre projet, hein. C'était de rencontrer les riverains, ce qui a été fait, hein. Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont fait des micro-réunions par quartier, parce que les manifestants, il y avait des manifestations qui étaient là avant chaque réunion. C'était quelque chose qui était un petit peu compliqué, mais ça a rétabli une communication, et par rapport au conseil municipal, qui était vraiment notre objectif, ça a eu un impact important, parce que quand on a commencé le projet en 2016, on n'avait aucune voix contre nous. Il y avait le maire m'avait prévenu quand on l'avait rencontré la première fois. Il m'a dit on a un conseil qui nous a toujours suivis, hormis quelques abstentions. Il y a toujours 6 ou 7 votes blancs. Mais autrement, j'ai jamais eu de voix contre un projet porté par les municipalités. Et donc, effectivement, quand on est arrivé avec la première présentation en 2016, c'est ce qui s'est passé. Et après, à l'issue de la demande d'autorisation, du travail des opposants, on est arrivé avec 4 voix contre et toujours les 5-6 abstentions. Donc, ça a jeté un petit peu un froid au niveau du conseil municipal. Et c'est là où
L'intervention de Tact a été très pertinente parce que, comme il l'a bien expliqué, hein, je me répète, mais c'est réellement passé comme ça. On a pris contact avec eux, on leur a expliqué notre plan avec un rétro-planning, avec des objectifs, avec comment est-ce qu'on allait faire. Et du coup, par le biais des réunions de micro-quartiers, on a eu une autre ambiance qui s'est déroulée, qui a découlé de ces réunions au niveau des habitants de Pompère. Et alors, sans que ça fasse beaucoup de bruit, parce qu'ils n'ont pas touché beaucoup de monde, même s'ils ont enquêté beaucoup de personnes, les gens se sont peu déplacés vu la pression qu'il y avait. Mais le peu qui se sont déplacés, il y a eu du bouche à bouche, enfin du bouche à oreille, pardon. Et du coup, il y a eu, je vous dis, il y a eu vraiment un petit retour par rapport à ça qui a été positif et qui a entraîné une autre vision du Conseil. Et donc, on est un peu favorable, hein, avec que 2 voix contre, mais un peu favorable quand même, donc qui nous a permis d'avancer sur le projet. Et on a réussi à vraiment avancer sur le projet avec la création d'un comité de suivi, d'une commission de suivi, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, mais en ce qui nous concerne, ça avait été fait avec des élus, quelques représentants des riverains, et des associations qui étaient contre au départ et qui du coup 4 sur 5 sont venus dans le comité de suivi et il n'y a que la première réunion d'opposition, hein, Bonheur à Pompère, qui tel l'irréductible gaulois a jamais voulu admettre l'effet positif de notre projet, quoi. Et c'est un élément essentiel, Christian, je me permets, excuse-moi, c'est que ces démarches de reprise de contact dans un contexte très compliqué, en allant voir les gens un par un, en organisant ces réunions en petits groupes au sein de l'exploitation des frères Robert. Parce qu'en fait, essaye de parler un petit peu plus fort, Thomas. Oui, excuse-moi, ils ont reçu les riverains chez eux, hein, juste à côté du site de projet, dans l'exploitation des frères Robert. Et donc les habitants sont venus à la ferme, si je puis dire. Et ce que je trouve très important dans ce que tu dis, c'est que le dialogue s'est poursuivi ensuite, avec la création de ce comité de suivi, en phase chantier et aujourd'hui en phase d'exploitation. C'est ça, exactement. J'ai une question Est-ce que pour vous avez fait un Oui. travail par rapport quand vous avez fait le porte-à-porte, vous avez demandé un petit peu ce que les gens en pensaient. Donc il y avait effectivement 98% de négatifs parce que les gens ont toujours peur de l'inconnu. Et par rapport à ces questions, vous avez produit un PowerPoint qui a été présenté après et au conseil municipal, la Comcom, et dans le cadre des micro-réunions, enfin des petites réunions de quartier. Et je pense que c'est ça qui a démystifié un petit peu les choses. Et on a amené une communication positive qui venait pas de nous, porteurs de projets, parce que on avait été tellement décriés en long, en large, en travers. Vous savez, les gros exploitants qui veulent profiter du système, les subventions, enfin, hein, toutes les nuisances olfactives, sonores, la torchère qui éclairerait le bourg de Pompère tout l'été. Enfin, on avait tout entendu et les gens savaient plus vraiment quoi croire. Et du coup, ça a permis de créer un courant positif au sein des habitants de la commune. Et je pense que ça, on l'a retrouvé au sein des conseillers municipaux. Et c'est là où il y a une vraie valeur supplémentaire par rapport à votre intervention. Ok, j'ai justement une question par rapport à ça, Monsieur Guilbard. C'est que ça pose la question de la position de l'intervenant extérieur par rapport au projet. Est-ce que ça vous paraît indispensable, effectivement, qu'il y ait un œil extérieur, une personne extérieure, une sorte de médiateur, quelqu'un qui interroge le territoire de son point de vue, mais sans le connaître, à la limite, au départ? Et est-ce que c'est ça qui lui donne sa légitimité? Parce que vous dites, finalement, nous, on ne peut pas nous croire, parce que nous, on est jugé parti. Nous, on porte le projet, donc si on porte le projet, c'est que, de toute façon, on n'écoutera pas les critiques, on n'écoutera pas les... Vous comprenez ma question? Ah ben, complètement, et vous avez entièrement raison. L'apport d'une personne extérieure ou d'une agence extérieure, parce qu'il faut des compétences aussi,
est complètement indispensable parce que, comme vous venez de le dire, nous on est juge et partie, donc on n'est pas cru. Et comme on a été décrédibilisé par les opposants, par la presse, parce que la presse dans ces cas-là prend toujours le parti du plaignant, hein, jamais de la personne qui a des choses positives à faire passer. Donc il y a toute une image qui est brouillée par rapport au projet, et c'est là où l'intervention d'une agence comme TACT est importante et permet de faire bouger les lignes. C'est qu'eux, ils arrivent, ils questionnent les gens, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire. Ils produisent une sorte de réponse argumentée, et à partir de là, c'est présenté à ces personnes-là, celles qui veulent le voir, hein, et du coup, on a une contre-proposition qui vient pas effectivement des porteurs de projets. Et c'est là, nous, on s'est rendu compte, par le retour du conseil municipal, que ça avait eu un impact certes modeste, mais ça a créé un courant positif dans le bourg, dans la commune, quoi. Et ça, c'est vraiment important, parce que nous, même si le conseil municipal nous croit, ils entendent surtout leur mandant, quoi, et ce qui est naturel, parce qu'ils sont là par les votes. Donc, leur retour, même s'ils croient dans notre projet, ils ont toujours été présents, ce petit écho qui est arrivé, cette petite voix de fond qui est arrivée, je pense, a bien aidé dans le vote final. Hein. Bon, maintenant, comment faire la part des choses, c'est pas facile de savoir exactement pour qui, pourquoi. Mais dans ces cas-là, tous les éléments favorables, tous les éléments positifs sont essentiels et importants, quoi. Ok. Monsieur Guilbard, j'ai une question qui vient de la part de Gabriel Bouvet, de GRDF. Je vais laisser la poser. Oui, Monsieur Guilbard, je me permets de vous demander quels conseils vous apporteriez à vos pairs qui rencontrent le même souci que vous, c'est-à-dire un projet qui initialement en fait se passe bien et du jour au lendemain, sans trop comprendre pourquoi, sans trop savoir connaître les causes, une opposition qui se développe. Quels conseils vous apporteriez en tant qu'agriculteur méthaniseur maintenant aux agriculteurs qui se lancent dans le développement de la méthanisation? Le conseil que je peux donner au vu de notre parcours, c'est d'être prêt à affronter la contradiction et les gens contre, parce que nous on est des agriculteurs producteurs, éleveurs même, donc on fonctionne dans un climat relativement positif, on est des gens de la terre. Et on est tout de suite confronté à deux choses. On pose de l'agriculture à l'industriel et de notre exploitation à hors exploitation. Nous, en l'occurrence, on était entre une moyenne ville et un gros bourg, et à côté du gros bourg. Et là, tout notre cadre change, quoi. Alors, on l'avait un petit peu anticipé avec un bâtiment imperméable, avec des cuves enterrées. On savait qu'on allait sortir de notre exploitation, mais on s'attendait pas à ces choses négatives, à cette position anti. Et donc moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est il faut déjà être prêt à savoir que ça peut arriver. Moi, c'était il y a 5 ans, donc c'était pas systématique. Aujourd'hui, c'est pratiquement systématique. Donc, raison de plus pour reprendre les moyens. Il faut communiquer. Alors communiquer, c'est pas toujours évident parce que, comme vous venez de le dire, c'est difficile d'être cru quand on est jugé parti. Donc, on passe par des associations, par des agences. Nous, on a créé une association à la Vienne Agremeta dans la Vienne qui nous aide par rapport à ça. Et il y a des agences aussi qu'on peut. Mais l'important, c'est d'être formé à communiquer et de s'entourer de compétences. Parce qu'on a affaire à des gens qui travaillent en réseau, qui sont très, très méchants, enfin je sais pas le terme, si c'est le vrai terme, mais qui veulent vraiment nous faire mordre la poussière, parce que c'est une question de principe, parce que leurs arguments, on les connaît, c'est les nuisances olfactives, les nuisances de bruit, la dégradation de la valeur patrimoniale de leur maison, alors ce qui est complètement faux, parce que on a mené une petite enquête, nous, avec les notaires, et ça n'a pas d'impact, c'est le marché qui fait le prix d'une maison, c'est pas une méthanisation. Mais c'est plein d'arguments négatifs qui sont amenés sur la place publique. Et nous, comme on s'est dit
tout à l'heure, ben, on n'est pas cru. Donc il faut vraiment communiquer en amont, faire valider les projets par la collectivité, bien entendu, mais faire des réunions publiques bien en amont avant que s'installe une association contre. Parce que là, après, eux, ils ont des techniques pour plomber les réunions publiques. Enfin, on arrive dans un monde qui nous dépasse complètement, quoi. On n'est pas. Pour ça que Ouais. c'est essentiel de se former et de se faire accompagner. Monsieur Guilbard, j'ai une autre question pour vous. Après, on laissera peut-être les questions dans la salle, ou en tout cas à nos amis participants. Moi, ce qui me frappe dans votre récit, c'est que, en fait, ce qui change tout, c'est lorsque tout d'un coup, vous, avec l'équipe TACT, vous êtes à nouveau en possession de votre destin. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à nouveau une visibilité, vous avez un plan d'action, vous avez une feuille de route, vous avez une idée, vous avez vous voyez ce que je veux dire, une méthode que vous présentez aux élus, et ça va tout changer, parce qu'en fait, tout d'un coup, ça va les sécuriser, ils savent comment vous allez avancer, ils savent où vous les emmenez. Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ça a eu le même impact sur nous, enfin on est 6 associés, et sur notre environnement proche qui était favorable. Ils étaient un peu comme nous, on n'avait pas vraiment de lisibilité parce que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau projet. Et du coup, c'est des choses même si on a visité des méta, même si on en a parlé avec beaucoup de personnes, quand on est confronté devant le problème, ben c'est compliqué. Hein. Et là, l'agence TAC nous a réellement donné une stratégie, un rétro-planning, des objectifs, et ça a effectivement eu un effet très très positif, et pour nous et nos associés, parce que vivre dans une commune où on ne sait pas qui est pour, qui est contre, ce que les gens pensent, les gens vous disent bonjour, mais on devient suspicieux. Après on se dit, si ça se trouve, il fait partie des gens qui sont contre. Même si on voyait aux manifestations, dans la presse, on reconnaissait les uns les autres, mais voilà. Alors que il y a cet effet positif de dire, met une stratégie en place, on se donne des repères dans le temps. On sait que l'objectif, c'est l'ICPE, qu'il faut que le conseil municipal signe. On a un rendez-vous avec la préfecture, on a un rendez-vous avec la Comcom. Et psychologiquement, c'est même très très important pour nous, les porteurs de projets, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Vraiment, on a le sentiment qu'il ne faut pas rester seul. Quand on a ces problèmes-là, et ces problèmes-là viennent un peu souvent, un peu systématiquement, il ne faut pas rester seul, il faut s'entourer, et il faut peut-être essayer de monter une équipe avec Gabriel en a parlé, avec les ressources locales, avec des agences un peu plus spécialisées. Il faut s'organiser, il faut monter une équipe, et il faut savoir où on va. Et ça ne s'improvise pas, hein, c'est clair. Peut-être que vous restez avec nous, M. Guilbard, parce qu'on va avoir des questions maintenant peut-être qui vont nous arriver par Amandine. Amandine, est-ce qu'on a des questions? Voilà. Alors restez, M. Guilbard, vous pourrez répondre. Voilà, je regarde. La contestation se professionnalise avec des associations qui se refilent les éléments de langage pour contester les projets. Comment faire? Qui veut répondre? Thomas, Gabriel? Bon, on peut peut-être répondre tous les deux. Tu veux commencer? Oui, rapidement, effectivement, la contestation se professionnalise complètement avec des associations nationales qui apportent des éléments de langage et beaucoup d'idées, on va dire. Donc, comment faire? Déjà, rester vraiment bien maîtriser son projet, rester très, très factuel, c'est-à-dire maîtriser toutes les données d'intrants, techniques du projet. Rester factuel, ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très important quand on parle de son projet. On parle de son projet, on ne parle pas de la méthanisation en général. Il ne faut pas confondre l'anti-méthanisation avec l'anti-projet. Ça, c'est vraiment deux éléments à bien dissocier et faire beaucoup de pédagogie auprès des gens qui se posent des questions. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Thomas, un mot? Moi, je suis assez prudent en fait avec ce genre d'affirmation. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est vrai pour tout. Vous avez sur l'éolien, par exemple, vous avez des très grandes associations nationales qui portent cette contestation contre le développement de l'éolien en France.
Donc là, oui, effectivement, vous avez un groupe de pression qui va agir pour freiner ça. Donc c'est une position qui est politique, idéologique, mais quand on atterrit un peu dans les territoires et quand on est au niveau local, voire micro-local, on a affaire à des riverains. Donc ça veut dire des gens qui vont habiter à côté d'installations à côté desquelles ils n'avaient pas du tout prévu de vivre. On a des élus qui voient arriver des projets qu'ils découvrent. Voilà. Et moi je trouve que c'est parfois, disons, très réjouissant, même si on n'est pas d'accord avec eux, de voir qu'il y a des gens qui travaillent vraiment ces sujets et qui mettent sur la table de la discussion les vrais points de vigilance. Et c'est fondamental dans une posture de porteur de projet d'accueillir ces vrais points de vigilance. Parce que vous portez des projets en méthanisation, c'est vrai sur d'autres secteurs d'activité. Hein. Nous, on accompagne les projets sensibles. Vous portez des projets en méthanisation qui ne sont pas simples. Hein. Quand on est agriculteur, devenir industriel, c'est un grand pas. Voilà, je pense à l'épandage. Vous en parlerez cet après-midi avec Adeline Aumont à ILE, l'épandage de Digesta. Bon, ben voilà, il y a des enjeux sur l'eau. Bon, bref, je ne veux pas faire tous les sujets, mais c'est très intéressant et important de considérer que toute question est légitime, et elle est d'autant plus si elle a été correctement travaillée par votre interlocuteur. Et donc il faut apporter une réponse. Et la concertation, c'est pas juste un mot comme ça, c'est pas une case qu'il faut cocher, la concertation. Hein, vous aurez en bout de projet, en période d'instruction, des services de l'État qui vont vous dire alors qu'est-ce que vous avez fait pour concerter. Bon, c'est pas juste une case à cocher, ça peut, c'est, quand elle est menée suffisamment tôt dans un projet, un élément très très utile d'amélioration fondamentale des projets. Vous ne savez pas tout, votre territoire et ses acteurs ont aussi des choses à vous apprendre et peuvent aussi, si le dialogue se passe correctement, et il faut un cadre pour ça, apporter des choses très importantes sur les projets. Ok, une autre question. On va avancer avec les questions. Peut-être, Amandine ? Alors, les explications rationnelles sont-elles suffisantes face à des entités qui ne les écoutent pas et s'opposent coûte que coûte? Quels sont les leviers non factuels? Ah, ça, c'est la grande question. Ouais. Mon Dieu, ils sont tous irrationnels. Voilà, c'est la dictature de l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mais enfin, si quelqu'un a peur, peut-être sa peur est respectable, quoi. Donc ça dépend ce que ça veut dire, le rationnel, l'irrationnel. Si on arrive dans des choses de la théorie du complot, le président de la plus grande démocratie du monde qui refuse de reconnaître les résultats d'une élection, là c'est sûr, c'est un peu compliqué. Hein. Toutes les agences du monde ne vous aideront pas à faire ça. Une grande partie de notre boulot, c'est justement de revenir sur le terrain de la rationalité, donc de parler des vraies questions, des vrais sujets. Il faut dire qu'il n'y a pas de tabou, y compris les choses pour lesquelles c'est pas très simple pour vous, les terrains sur lesquels c'est pas très simple pour vous de vous situer. Et donc votre travail en développement de votre projet, c'est de revenir à la rationalité. Les gens sont intelligents, vous pouvez avoir confiance en la nature humaine. Normalement, au bout d'un moment, ça prend un peu de temps, mais au bout d'un moment, ça marche. Et puis, juste comme l'a dit Monsieur Guilbard tout à l'heure, il restera toujours certainement un noyau dur d'opposants qui ne veulent pas écouter. Mais ça, c'est pas à partir du moment où vous avez réussi à expliquer le projet et les bienfaits du projet pour votre territoire, c'est vraiment ce qui est important. Ce que j'ai pas abordé, c'est l'administration. Vous m'entendez là? Parce que j'ai eu un problème de coupure. Je suis obligé de quitter et je suis de retour. Tout à fait. Ce que j'ai pas abordé, c'est l'administration qui est sur ces projets, même si c'est pas simple, hein, parce que des projets comme les nôtres, il y a beaucoup de papiers à remplir, comme on dit, hein, mais ils sont quand même, ils sont quand même d'un appui important. Et ils nous aident directement, indirectement, parce qu'ils font partie aussi
du projet, et c'est eux qui sont aussi en première ligne. Donc, nous, sur notre projet, à Méthabrassandière à Pompère, on a vraiment eu un appui très positif et très important de l'administration, même s'ils ont pris beaucoup de précautions. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant quand même, parce que quand le projet est vraiment bien monté, ben, il est inattaquable. Et eux, ils font partie du dispositif global, quoi. Ok, on n'a plus de questions en ligne, Amandine. Si, encore une question. Allez, une dernière question. Je découvre un certain nombre d'outils que vous avez présentés et développés. Comptez-vous élargir la mise à disposition et l'appropriation de ces outils plus largement en France? Je pense que ça s'adresse à Gabriel. Oui, alors pour l'instant, on va tester tous ces outils dans l'Ouest, en Centre-Ouest, et effectivement, s'il s'avère qu'ils sont utiles, qu'ils peuvent apporter de l'aide, je pense qu'il sera utile d'élargir la mise à disposition de tous ces outils à tous les porteurs de projets. Et puis sur les outils, il y a plein de choses, hein. Il y a un guide qui est publié par l'ADEME, qui est très chouette, qui est très bien fait. Si je peux me permettre, peut-être, je ne sais pas, ça va être le moment de la conclusion. Posez-vous cette question très en amont de votre projet. Hein, et même si vous êtes chez vous, que vous connaissez tout le monde, que vous avez l'impression que vous maîtrisez la relation aux acteurs locaux, le contexte local, etc., un regard extérieur, une agence comme nous ou autre, hein, mais un regard extérieur sera toujours bien. Et le plus tôt possible, vous vous poserez cette question, le mieux vous serez préparé si jamais vous avez besoin de répondre à un enjeu comme celui-là. Ok, on n'a pas... Alors, pour les petits projets... Alors, une dernière question, Pour les petits projets en déclaration ICPE, demander un vote en mairie, des réunions publiques ne renforce-t-il pas la position des opposants? Syndrome du « il n'y a pas de fumée sans feu ». Oui, alors moi je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sous les radars que le radar va pas vous voir. Et puis en plus, à la fin des fins, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un moment, si tout se passe bien, l'installation elle va se construire, et donc il y aura des gens autour. Et donc le plus tôt vous allez au devant d'eux, le mieux, cette relation qui doit... Il faut quand même, tout ça, on agit quand même, non seulement pour avoir une autorisation préfectorale, un arrêté, enregistrement, etc., mais aussi parce que pendant 20 ans ou 30 ans, il y a une nouvelle installation qui sera sur le territoire, et il faut que les conditions d'exploitation, dans leur contexte humain, se passent le mieux possible. Hein. Donc... non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On a souvent eu des clients il y a quelques années, notamment dans l'éolien, qui disaient « mais non, ça ne sert à rien, vous allez réveiller les opposants ». Oui, ben au moins on saura qu'ils existent. Hein. Et du coup, on sera en capacité de travailler correctement à l'intégration de notre projet, à sa compréhension par les uns les autres, et du coup à son acceptabilité. Voilà. On va dire que c'est le mot de la fin peut-être pour cette séquence. Il est midi, on est parfait dans le timing, on a bien rattrapé notre retard. Voilà. Merci à tous et on se retrouve dans 5 minutes peut-être, hein, pour la séquence suivante sur le financement. À tout de suite.